Bonjour à tous, salut Didier. Salut Alain, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Didier qui nous reçoit avec un grand soleil depuis Auroville et sans passoire sur la tête. Pour une fois, hein, Pour je me une suis fois. forcé parce que je me suis dit non, je vais quand même pas faire ça tous les jours. Je m'étais bien habitué en fait. Mais c'était sympa, hein. Bon, cette fois-ci, pas de pitrerie, mais cette fois-ci, donc, 12e et dernier épisode de notre série Looking for Atman. Alors, on est joyeux, on est un peu triste aussi, mais on trouvera d'autres façons de discuter et de se rencontrer, et notamment avec l'atelier qu'on organise le 12 et 13 de décembre, si je me trompe pas. C'est ça. Un week-end complet avec Didier Weiss et avec vous tous qui seront inscrits sur Zoom où vous pourrez interagir et discuter tous ensemble avec Didier. Et on en parlera à la fin de cet épisode. On vous donnera plus de détails sur le contenu. Ouais. Alors, pour ce 12e épisode, on a un programme costaud. On va commencer par quelques questions qui sont revenues dans les commentaires et puis après on enchaînera sur d'autres sujets. Moi, j'avais une première question un peu d'actualité à te poser. En ce moment, on traverse une période, fin 2020 compliquée avec plein de sujets d'actualité qui secouent un peu la planète entière, sans rentrer dans les détails. Et on a l'impression qu'un peu parfois la vérité est malmenée, secouée et les avis divergent de tous les côtés. Et on a l'impression que le dialogue est un petit peu bouché, qu'il est difficile d'écouter les uns les autres et qu'il y a en permanence une envie de convaincre son prochain, j'ai envie de dire, et quitte à ne pas toujours écouter, mais c'est ce désir de vouloir convaincre, de vouloir c'est une amie qui écrivait, c'est Juliane qui écrivait que avoir des avis, c'est déjà c'est un messager de la séparation. Vouloir convaincre absolument l'autre. Quel est ton regard, toi, sur ça? Disons que c'est le messager de la séparation, c'est un potentiel de séparation, mais c'est pas forcément en tant que tel un problème, hein, en fait. Hein, avoir un avis, déjà d'avoir un avis sur ce qu'on préfère ou pas, ça fait partie de notre angle spécifique. L'angle Didier aime bien la glace à la fraise, j'en ai déjà parlé. Mais c'est pas, même en étant l'avis sur des avis qui sont plus d'ordre généraux, écologiques, politiques, etc. C'est juste une extension de cette glace à la fraise, en fait. Tant que c'est à ce niveau-là, c'est pas un problème. Le conflit vient d'un autre plan, en fait. Le conflit vient quand il y a identification avec la vie, c'est-à-dire que quand cet avis n'est pas juste comme un jeu de cartes qui a été distribué par la vie. On a un avis parce qu'on est passé à travers telle expérience, on a reçu telle information, on n'a pas reçu telle information, aussi tout ce qu'on n'a pas reçu, et tout ce qu'on a reçu est très très différent les uns des autres. On a tous des jeux de cartes, et tant qu'on est là avec notre jeu de cartes, et qu'on essaye de jouer tous ensemble, à ce niveau-là, il y a pas réellement de problème. Le jeu évolue, il va dans une certaine direction en fonction des joueurs les plus, je sais pas, les plus compétents, etc. À partir du moment donné où il y a identité, où il y a identification avec je suis, cela, la vérité, etc. Dès qu'il y a une bataille qui se profile à travers ces croyances, c'est parce que ça devient la croyance d'être cela qu'on pense, l'être cela qu'on a choisi, cela qu'on veut défendre. Immédiatement, on rentre dans la guerre, quoi. Donc Juliane parlait certainement de ça, de cette possibilité de rentrer dans un conflit. Et c'est le programme, c'est quasiment ce dont tu parles là, c'est le programme d'Auroville ici, c'est que on parle d'une ville à construire, de plein d'aspects qui ont été des aspects de réussite, comme par exemple au niveau de l'écologie, à certains niveaux, à d'autres niveaux aussi. Le programme le plus difficile, c'est comment on peut être tous ensemble, en tout cas un grand nombre de personnes, prendre des décisions pour la communauté, sans rentrer dans la zone de conflit, sans rentrer dans la zone de s'entre-déchirer, parce qu'on est tellement complètement dévasté par le fait que d'autres ont des jeux de cartes très différents, et ils ont toutes les raisons de les avoir. C'est juste ça qu'il faut voir, c'est que vu de leur point de vue, vu de leur expérience, vu de leur connaissance, ils ont complètement raison. Et ça aussi, j'ai appris à passer autant d'années ici, c'est que à chaque meeting qu'on a, ce qu'on appelle general meeting, quand il y a beaucoup de monde, j'arrive avec mes opinions, et je vois que
il y a plein d'angles qui sont tous aussi valides les uns que les autres, quoi, en fait. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle l'unité humaine, donc le projet d'Auroville, est réellement la partie la plus difficile. C'est clairement, et ça s'étend à la totalité de la société, et comme tu dis, encore plus maintenant, parce que c'est vrai que ça devient un sacré challenge, en fait, c'est sûr. Un sacré challenge en ce moment. Et juste pour rebondir et conclure sur ce sujet, aussi, c'est toujours bon de regarder un petit peu ce que ça fait en nous quand on entend quelque chose qui nous dérange et voir comment l'ego est malmené par l'idée qu'en fait, on n'a pas raison. Voilà. C'est pas qu'on n'a pas raison, c'est que peut-être quelqu'un a un avis différent de nous et on nous écoute pas. C'est ça, dans notre monde, on n'a pas raison. Quelqu'un nous dit qu'on n'a pas raison, alors qu'on voit qu'on a raison. On a les cartes, on peut lui montrer même les cartes, etc. Et la personne ne peut pas les voir en fait, parce qu'elle n'a pas la même lecture, tout simplement, quoi, en fait. Et après, donc c'est tout dans cette médiation, dans cette relaxation, puisqu'on retourne à ça. Et donc ici à Auroville, il y a par exemple une des voies pratiques à ça, c'est que dans certains meetings conflictuels, potentiellement conflictuels, il y a des silent witness, donc des témoins silencieux qui sont assis et qui sont là juste pour garder le silence. Silent keepers, donc pour garder le silence. Donc ça donne un peu le contexte d'une autre possibilité d'un échange qui démarre non pas au niveau des histoires, mais qui démarre de la source. C'est chouette ça. Eh bien, on invite tout le monde à essayer ça. On va attaquer avec les quelques questions, les quelques remarques qu'on a eues. David, d'abord, qui évoque la possibilité, tu nous as souvent incité à la boisson, Didier, en nous proposant de boire un whisky avant de réfléchir à tel ou tel concept que tu nous avais partagé. Connaît-il donc des interdits ou des pratiques de méditation? Faut-il être végétarien? Faut-il pratiquer une sadhana? Faut-il être un saint avec une hygiène de vie absolument parfaite pour se rapprocher de la réalisation? Bon, on a déjà répondu à ça dans l'épisode précédent, mais bon, je vais donner un peu plus d'éléments ici peut-être. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que je suis pas là pour donner des réponses à tout. Et une réponse d'ordre général comme ça, si ça concerne quelqu'un particulièrement qui se sent à l'aise d'être végétarien et qui voudrait avoir une forme de confirmation et que je donne le tampon pour approuver sa décision, ça fonctionne pas comme ça, parce que les réponses qui peuvent arriver d'ordre général, elles sont pas réellement appropriées. Ce qui se passe généralement, c'est que quand il y a une conversation plus intime, donc un à un, non pas sur une question générale, après une forme de connexion, une forme de compréhension du contexte, une réponse peut apparaître qui est appropriée à une personne à un moment donné très précisément et qui n'est pas publiable ailleurs, qui n'est pas utilisable ailleurs. C'est pour ça que les soi-disant compilations des écrits des dialogues de Ramana Maharshi, de tous ces sages, incluant d'ailleurs Ayam Dat, dans certains cas, répondaient à un contexte très très précis, très particulier, et n'est pas du tout quelque chose qu'on peut mettre dans le contexte général en disant « Oh, il a dit ça ». On a ça aussi à Auroville, donc Sri Aurobindo a dit, mais oui, à qui, quand, pourquoi, à quel moment, et puis là, il y a tellement de choses contradictoires. Donc, une fois de plus, hein, les soi-disant réponses que je peux donner, il faut les prendre avec une grosse pincée de sel, quoi, en fait. Hein. Ça, c'est pas forcément approprié pour tout le monde et dans toutes les situations. Et puis, on a souvent cité l'exemple de, par exemple, Nisargadatta qui fumait du matin au soir des bidis, Stéphane Jourdain qui arrivait dans les satsangs et qui allumait une clope et on lui demandait « Mais enfin, comment vous fumez ?» Et des privilèges d'éveillé. Oui. Donc, pour répondre plus à la question plus précisément, disons que la question de que faut-il pratiquer, on en parlera un peu à la fin, parce que j'ai gardé un petit peu un sujet par rapport à ça, puisqu'on c'est le 12e épisode, je vais peut-être donner un os à ronger à la fin, parce que c'est ça qui est attendu quelque part. Donc, les autres aspects, faut-il être comme ci, comme ça, végétarien, pas végétarien, pratiquer, pas pratiquer, faire de la méditation. J'avoue, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis pas un grand méditant ni végétarien. Je mange aussi de la viande à l'occasion. Je bois un verre de rhum à l'occasion. La blague de l'alcool, faut quand même remettre dans le contexte que c'était une forme de blague que Ramesh faisait, hein, que je réutilise. Hein, c'est pas une chose que j'ai inventée et que je propose. Ce que je vois plutôt, c'est que imaginez que c'est
comme un outil, donc ce contexte-là, d'être végétarien ou pas, de prendre un verre de rhum ou pas, enfin toutes les possibilités qui font qu'à un moment donné, on se sent dans une forme de légèreté, une forme de relaxation, une forme d'ouverture, en fait. Et dans cette ouverture, on est comme une balle de golf, en fait, tu imagines, qui va arriver à un trou et qui a une chance de tomber dans ce trou-là. Et c'est ce qu'on cherche, c'est arriver à tomber dans le trou. Et si, par exemple, tous les jours, on revient du travail complètement tendu, avec les épaules complètement, pourquoi pas un massage, pourquoi pas un bon verre de vin, pourquoi pas. Et une fois de plus, une relaxation physique, une relaxation émotionnelle, une relaxation intellectuelle à tous les niveaux, qui permet de tomber dans ce trou-là et de faire en sorte que par gravité naturelle, parce que la source se sait tout le temps, simplement, elle prétend d'oublier, et dans une forme d'oubli de nos soucis, d'oubli du monde, j'en ai déjà parlé dans le passé, dans cet oubli-là, de se rappeler qui on est réellement, quoi, en fait. Oui, oui, puis après, chacun son chemin, chacun sa route, ceux à qui ça fait du bien. Exactement, exactement. Ouais. Un autre sujet qui est un petit peu lié indirectement, Jean-François, en ce moment, je réfléchis à la santé qui me semble essentielle pour percevoir correctement le monde et soit avec clarté. Peux-tu, Didier, et peut-être aussi Alain, développer ce phénomène de santé nécessaire à la lucidité, mais aussi pour ceux qui sont malades, attachés à des habitudes de vie pas toujours très saines, alcool, drogue, malbouffe. Alors, je vais juste faire une petite introduction, parce qu'il y a deux points dans sa question. Moi, personnellement, par expérience, je trouve que quand on est effectivement en bonne santé physique, avec un hygiène de vie correct, j'ai envie de dire, sans être extrémiste non plus, c'est vrai qu'il y a une ouverture qui se fait, une sorte d'alignement comme ça avec l'extérieur, avec le monde, avec les autres, avec l'activité professionnelle, émotionnelle qui est évident. Ouais. Après, le deuxième point dans la question, c'est on touche au sujet des addictions et des plaisirs qui ont pris une place incontournable dans la vie de quelqu'un et qui sont des freins et des obstacles. Alors, en fait, il y a un peu un paradoxe ici parce que oui, ils peuvent sembler être un frein, un obstacle, mais en réalité, ce sont pas la cause d'une errance, c'est la conséquence d'une errance. C'est-à-dire que l'errance vient du fait de ne pas savoir qui on est réellement et se sentir petit, se sentir fragile, se sentir déconnecté de la vie, du monde, des autres, etc. Et d'avoir besoin de ces addictions, d'avoir besoin de cet alcool, de sexe, rock'n'roll, etc. Enfin bon, peut-être pas le rock'n'roll, mais le reste, d'arriver en fait à remplir une espèce de trou béant qui est une forme d'angoisse existentielle en fait. Et donc moi, disons que quand je rencontre des chercheurs qui ont une addiction quelconque, bien sûr que c'est pas drôle du tout et que tout ce que je souhaite, c'est qu'ils sortent de là. Mais je vais pas arriver sur l'addiction elle-même en tant que telle. Je vais essayer de voir quelle est la cause à la racine de cette addiction. Quelle est la croyance qui fait qu'il y a toujours besoin de remplir ce trou-là, qui se remplira jamais en fait, parce que c'est un trou imaginaire. Donc c'est de décrocher de l'imaginaire, et c'est vrai qu'un réalignement peut se mettre en place, et on voit typiquement un exemple extrême, c'est Wayne Liquorman que certains connaissent, qui quasiment du jour au lendemain a arrêté de boire et de se droguer parce que ce trou-là avait disparu. Donc dans son cas, c'était assez extrême, assez rapide. C'était une prise de conscience vraiment presque instantanée. Mais dans la plupart des cas, ça prend du temps, et quand ça disparaît, l'addiction disparaît. Donc l'addiction n'est pas vraiment la cause de l'errance. L'errance est la cause de l'addiction. Mais quel rapport avec le plaisir? Le plaisir éphémère, le plaisir immédiat, il y a aussi une addiction au plaisir. Bien sûr, mais c'est du même ordre. Il y a pas le plaisir de l'alcool, s'il y a quand même un plaisir, il y a quand même une relaxation, il y a un effet intéressant. Tous les plaisirs, d'aller regarder des séries non-stop, etc. Alors après, ne doit-on rien faire? Ben non, la vie est remplie d'une alternance de ce que je disais. Donc, il y a de la douleur, des fois, ça arrive, physique, psychologique, émotionnelle, et
et du plaisir. Mais entre ces deux-là, il y a une forme de danse qui se produit en permanence. Et quand il y a un équilibre, il y a une harmonie. La paix, là, c'est le drone, c'est la partie qui est là tout le temps. Quand il y a disharmonie, il y a souffrance et ça brouille complètement les cartes. Cette paix-là disparaît, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on essaye de rétablir ici, en fait. Et cette addiction au plaisir, tu dis, est forcément là pour boucher un espace qui n'est pas rempli quelque part. Bien sûr. C'est toujours au final, il n'y a qu'un seul. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais depuis mon adolescence. J'ai toujours senti que le seul problème de l'humanité, c'était une angoisse existentielle, métaphysique profonde, de l'ordre de Hamlet, en fait. Donc, de savoir to be or not to be, en fait. Est-ce que j'existe ou est-ce que je n'existe pas? Et ça, c'est vraiment, c'est toujours très, très, très caché dans des couches profondes qui amènent plein des formes d'échappatoire à travers remplir une vie à travers un travail qui est aussi une forme d'addiction non-stop, à travers des relations, à travers plein de choses. Enfin bon, je ne veux pas vous faire c'est pas mon domaine non plus, hein, donc j'ai pas envie de trop en parler. Il y a des gens qui sont compétents pour ça et je vais pas rentrer dans ce domaine-là, quoi, en fait. Mais finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la quête, même s'il y a personne qui cherche, la quête pourrait être une réponse à l'addiction. Bien sûr, c'est une réponse à l'addiction, totalement. Remplir ce vide et de laisser apparaître ce qui est une réponse à l'addiction. Voilà. Alors après, il est possible que l'addiction, comme il y a aussi. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Ça voudrait dire que l'addiction est une forme de quête aussi. Bien sûr. Ah, mais complètement. J'ai toujours vu les gens qui ont des addictions profondes de différents aspects comme des chercheurs spirituels passionnés, intenses. Et pour moi, ça révèle une profondeur, un potentiel qui est là. Alors, est-ce que le potentiel va être utilisé ou pas, c'est une autre histoire. Mais ce sont tous des chercheurs spirituels, bien sûr, tous, sans exception. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on est tout le temps, en fait. Hein. Donc, on ne le sait pas, tout simplement. OK. Donc, oui, je voulais juste dire une chose, c'est que donc, cette réponse-là, elle peut, bien sûr, enlever ce trou, parce que le trou va du coup disparaître, ce trou imaginaire va disparaître, cette plénitude va se révéler comme étant là, et toujours là, a toujours été là, et les addictions peuvent disparaître rapidement, comme dans le cas de Wellington, ou prendre du temps, parce qu'il y a tout un phénomène presque physique, de chimique, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas non plus la baguette magique, quoi, en fait. Hein. Ok, sujet intéressant. Alors, j'enchaîne. Valérie, auriez-vous une pratique pour quand on a déjà vu, compris que ça résiste encore, ça se focalise encore sur le gugus, que ça n'abdique pas? On parle peu de la différence entre entrer dans le courant et revenir encore, et de l'enfer quand on s'acharne à vouloir retrouver cette vision impersonnelle qui est contre-productif. Et on confond souvent l'entrée dans l'éveil et le vécu constant qui finalement ne l'est même pas toujours. Alors, bah oui, en fait, dans la formulation, il y a une forme de confusion là, en fait. Tu veux dire quelque chose, Alain? Non, je te laisse développer. Ok, parce qu'en fait, une fois de plus, hein, et je sais que c'est très difficile à voir, d'inverser la proposition, il y a une forme de je l'ai pas, je l'ai pas. C'est-à-dire que tout est basé sur l'absence de cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a des moments de présence, il y a des moments d'évidence et qui disparaissent. Et il y a des grands trous, en fait, peut-être des fois des petits, des fois des plus grands, entre tout ça. Mais toujours ce que je propose, c'est qu'en réalité, c'est le contraire. Ces trous-là sont la présence d'une confusion. De voir en fait que la continuité, elle est dans cet éveil, même si c'est fugace, même si c'est que des moments, ça c'est la vraie continuité de ce qu'on est, et que sur cette continuité-là, il y a une forme d'oubli, une forme de rêve qui se rajoute.
et qui est ce qu'on appelle la séparation, moi en face des autres, à l'intérieur d'un monde qui existe à l'extérieur, grand, etc. Ça peut paraître la grande majorité du temps de nos journées, mais en réalité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le voir comme étant de l'ordre du rêve, et que la réalité d'une seule prise de conscience du fait qu'en réalité, ces moments d'éveil sont notre état naturel, et que la continuité, si continuité, en fait c'est en dehors du temps, mais que la continuité est là, il y a réellement une possibilité d'inverser la proposition, et ça change tout. Vous allez voir, ça va tout changer dans cette compréhension-là. Et c'est aussi quand j'ai pas, j'ai quand même en fait. Mais bien sûr, parce que quand je dis qu'il y a continuité, c'est de se rappeler quelque part de façon intuitive, de façon presque en filigrane, que cela qu'on est toujours là. Sinon, il n'y aurait rien, tout simplement. Voilà. Ouais. Alors, tu voulais nous proposer quelques petits jeux ludiques. Oui, on en avait parlé la dernière fois. Comme c'est la dernière de l'année, le dernier cours, on a amené nos jeux. Je te laisse nous divertir. Non, c'est pas non plus, c'est pas la cour de récréation. Oui, j'ai amené quelques images en fait que je t'ai envoyé, Alain, pour pouvoir les commenter un petit peu, pour on vous rappelait d'un épisode où on a parlé de la fée dans la forêt, qui était toujours là mais qui n'était pas visible. Est-ce que tu peux nous mettre à l'écran la première image? Voilà, donc ça c'est une image que j'utilise de temps en temps, et voilà, c'est notre vie de tous les jours. On voit, dans ce cas-là, bon, c'est une forme particulière, un ciel avec des feuilles devant, et quelqu'un vous dit mais non, il y a un oiseau là, et on cherche. Donc mettez sur pause, je vais vous donner la solution où est l'oiseau, mais bon, il y a effectivement un oiseau, et bien que l'oiseau soit visible, vous le voyez avec vos yeux. Apparemment, en tout cas, il y a une forme de mystère. Quel est cet oiseau? De quoi il parle? Donc, c'est visible, mais ce n'est pas reconnu. Donc, ça, c'est pour mettre en avant l'information reconnaissance. Donc, l'oiseau, il est quelque part à l'intérieur de l'image. Je ne peux pas vous le montrer là, en fait. Je pensais que je pouvais le montrer, mais vous allez le trouver. Mais la deuxième image, et ça va être une deuxième forme de reconnaissance, qui est voilà, cette image-là. Mettez-la en plein écran pour voir ce que ça donne. Apparemment, ce sont des galets sur la plage, et je vous dis, en fait, non, il y a quelques galets, bien sûr, mais il y a un corps, il y a une personne qui est là, et essayez de le trouver. Et là, c'est du même ordre que la première image. La différence, c'est que ça demande une forme de zoom arrière, une forme d'arrêter de s'agripper aux détails, essayer de comprendre la globalité de l'image, essayer de relaxer, essayer de voir l'image pour non pas voir les petits éléments, mais ensuite, une fois qu'on avait les petits éléments, de voir comment il se place dans le contexte général. Donc, c'est exactement ce qu'on fait, Alain. C'est quand on a nos conversations, je donne des petits éléments, je dis, par exemple, oui, le rêve de nuit, je donne des éléments par rapport à le monde là-bas, le monde qui n'existe pas, etc. Donc, ce sont des éléments. Mais une fois que j'ai donné ces éléments-là, c'est comme si je pointais les galets qui faisaient le tour du corps. Et à un moment donné, une fois que tous ces éléments sont vus d'une façon holistique, d'une façon globale, dans une forme de zoom arrière, cette possibilité-là, cet être que l'on est, se révèle. Et c'est du même ordre que le corps qui peut se révéler au sein de cette image-là. C'est presque de l'ordre physique. C'est presque de l'ordre de la vue, en fait. Ça devient une évidence. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'enverrai peut-être, je vous envoie un petit email, je vais faire le contour pour vous donner la solution. Donc, image suivante. Alors, cette image-là, j'aime bien, en fait, parce qu'en fait, elle donne une information qui est tridimensionnelle, alors que les éléments donnés sont de 2 dimensions. Voilà, donc ça, c'est aussi une approche qui dit, je vous donne des éléments, donc qui sont, par exemple, des concepts 2 dimensionnels, mais si vous les mettez d'une certaine manière tous ensemble,
vous allez voir un objet, donc dans ce cas-là, cet objet, c'est pas un objet, c'est ce qu'on est réellement, qui est une forme tridimensionnelle de la vie, qui est révélée par ces flèches qui arrivent de tous les côtés, quoi, en fait, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est une révélation presque de l'ordre tridimensionnel à partir d'informations, de concepts à 2 dimensions, quoi, en fait. Donc, c'est encore une métaphore, c'est une illustration. J'essaie ici de secouer un petit peu le cocotier, quoi, en fait. Ok. Donc, image suivante, puisqu'on est à le cours de récréation. On va vraiment à l'école. Ah ouais, vraiment. Ouais, ça, j'adore cette image-là parce que c'est notre rhinocéros ici, il fait une peinture et lui, il est éveillé, c'est un rhinocéros éveillé. Parce que quand il fait la peinture, il va inclure la corne qui est juste dans son champ de conscience. Et ça, c'est un des éléments que j'ai amené. Et c'est une des fondations de la voix sans tête de Douglas Harding, donc à travers José Leroy, à travers tous les enseignants qui amènent ça. Et je pense que c'est une approche qui est très puissante et qui peut à elle-même amener à cette reconnaissance ou qui aura besoin d'autres éléments pour donner cette image très dimensionnelle, quoi, en fait. Voilà. Alors, c'est-à-dire le rhinocéros, c'est la vision du rhinocéros. Le rhinocéros peint ce qu'il voit. Et nous, dans un tableau comme ça, on aurait mis un rhinocéros qui peint le coucher de soleil et les arbres, mais on n'aurait jamais mis la corne à l'intérieur de l'image, quoi, en fait. Alors ça, c'est un tri. J'en parlerai à la fin de cette émission-là. C'est le tri qui est fait en permanence. C'est une illustration de ce tri-là qui est moi, pas moi. Donc le pas moi doit être peint. Donc je vais peindre le ciel, je vais peindre les arbres, je vais peindre l'herbe. Et ça, ce sera le tableau de ce que je vois. Mais en réalité, c'est pas ce que je vois du tout. Parce que pour un rhinocéros, la première chose qu'il voit, c'est la corne qui est juste devant, quoi, en fait. Et donc lui, il a fait l'option rhinocéros éveillé et il a peint ce qu'il a réellement vu. Et c'est la voix sans tête de Douglas Harding. Ok. Suivant, juste une petite illustration encore. Ouais. Men in Voilà. Black. Men in Black. Donc voilà, à plusieurs moments au cours des différents épisodes, je vous ai parlé d'un petit gugus à l'intérieur ici. Cette impression d'exister derrière les yeux, comme une forme de petits gremlins qui seraient logés à l'intérieur. Donc on le voit, l'illustration ici, clairement que c'est dans Men in Black, c'est un autre petit bonhomme, donc un extraterrestre dans ce cas-là, qui est à l'intérieur de cette tête-là et qui regarde à travers les yeux, et qui parle à travers la bouche avec une forme d'amplification, qui entend à travers les oreilles. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir là tout de suite que si ça, c'est la réalité de qui on est, cette impression d'être à l'intérieur d'une tête, on aura aussi besoin d'un autre gugus à l'intérieur pour pouvoir regarder à travers nos yeux, entendre à travers nos oreilles. Et donc, on régresse à l'infini des gugus à l'intérieur de gugus, à l'intérieur de gugus, à l'intérieur de gugus, en fait. Donc, ça fait, même scientifiquement, ça fait aucun sens, quoi. Donc, c'est une approche qui est immédiatement reconnue comme étant sans issue et donc à oublier et trouver une autre forme de lecture de la vie. Ok. Bah, c'était sympa, ça, ces petites illustrations. Et, on invite tout le monde à les recaler, à mettre pause et à se poser dessus en plein écran. Ouais. Et voir sans voix, en fait. Alors, moi, je t'avais dit qu'il y avait quand même une envie pour les gens, après 12 épisodes comme ça intensifs, de repartir avec un petit kit de pratique concret, le kit package Didier Weiss en route vers l'éveil. Bien sûr. Les 12 étapes vers l'éveil, 100% avec remboursement s'il n'y a pas d'éveil immédiat. Donc on ne sait pas si c'est les 12 travaux d'Hercule ou les 12 travaux d'Astérix, en fait, pour le moment. Et donc, chacun recevra un diplôme et sera tamponné, éveillé, certifié Didier Weiss 2020. Alors, Didier, tu voulais nous parler de la pratique, des mois, des années, une vie entière à pratiquer. Tu voulais nous parler du Finder's Course. Je te laisse développer là.
Oui, j'en ai parlé un petit peu avant cette émission. En fait, oui, il y a... Bon, la première chose qu'il faut, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que ce qu'on appelle la pratique, quelle qu'elle soit, la méditation, les mantras, les différentes formes de self-inquiry, donc là, des questions qui suis-je, etc., ou les différentes explorations de Ramesh, etc. Ce sont tous des outils, en fait, donc ce qu'on appelle des pratiques. Et puis, si on regarde statistiquement, là, on est carrément au niveau des statistiques, il y a beaucoup d'énergie mis là-dedans, et des fois une vie entière sans beaucoup de résultats, quoi, en fait. Et c'est quand même peut-être une indication qu'il n'y a pas réellement une relation directe entre la pratique et le résultat. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que si je pouvais vous donner une pratique qui va vous donner un résultat, ben, en fait, il y aurait donc cette relation-là, et on l'a pas découvert. Par contre, il y a une bonne nouvelle quand même, quoi. Et ça, c'est la partie intéressante que je voulais partager aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de passer du temps essentiellement sur Skype. Je n'ai jamais rencontré, avec un chercheur qui s'appelle Jeffrey Martin, qui habite les États-Unis, qui est un multi-PhD, une grosse tête, qui a fait en fait des thèses, pas seulement une, mais des thèses sur l'éveil, en fait, ce qu'il appelle l'éveil. Donc, il a un terme technique par rapport à ça, parce que c'est des thèses presque d'ordre neurologique, de doctorat, etc. Et donc, il a été pendant plusieurs années à travers le monde, et il a interviewé plein de gens, des enseignants, ou soit des éveillés inconnus, en fait, donc de bouche à oreille. Enfin, il a écumé un petit peu. Et comme il est scientifique et qu'il voulait produire un document, et en plus, il avait une bourse d'études pour produire ce document, donc il n'avait pas le choix, il a donc fait beaucoup de statistiques. Et parce que bon, c'est comme ça qu'il a approché le truc. Il disait bon, bah, ça paraît assez complexe, et on voit pas justement réellement ce lien de cause à effet. On pratique 20 ans de méditation, on est sûr d'avoir le résultat, ou on pratique 10 ans de japa ou de mantra, etc. Donc il trouvait pas d'explication. Et pourtant, il y a quand même une forme de relation. Et parce que ça, on peut pas le nier. Que passer une vie entière au bar du coin n'apporte pas toujours le même résultat, et que donc il y a bien une différence quelque part. Alors, la partie intéressante de son étude, et c'est qui a donné une forme d'outils pour des ateliers, donc que j'ai fait ici à Auroville avec des groupes assez restreints, en fait, de 7 personnes. Sur 3-4 mois, donc c'est des gros ateliers, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures ou un week-end, etc. Propose une forme de méthode. Et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, et ça va vous donner un peu l'indication d'une possible réponse de quoi faire maintenant, en fait. Hein. Donc, je vous donne ça pour le contexte. Donc, lui, il a développé une forme je dirais, une proposition basée sur deux résultats de son étude, 2 résultats essentiels. Il y en a bien plus, hein, attention, je vais pas tout faire, mais 2 résultats qui sont, un qui est intuitif et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et donc, l'intuitif statistiquement, c'est que seules quelques méthodes d'éveil ou de recherche spirituelle fonctionnent. C'est-à-dire qu'il a extrait 6 ou 7 qui ont une chance d'avoir un aboutissement. Le reste devient complètement éventuellement nul ou proche de nul, quoi, en fait. Donc, il dit il y a effectivement statistiquement certaines voies. Donc, la voie de l'Advaita Vedanta en fait partie, mais bon, d'une certaine manière, la voie du Zen, la voie de... Donc il y a plusieurs possibilités, mais surtout il voit que c'est pas suffisant. Il dit, mais en fait, en réalité, de dire ça, ça voudrait dire qu'immédiatement, il y aurait ce filtre qui se fait et que ces méthodes-là seraient enseignées. Donc, l'autre conclusion, et ça, c'est la conclusion la plus importante et pour laquelle j'ai pu vérifier à 100% qu'elle est correcte, c'est que si une méthode que vous pratiquez, quelle qu'elle soit, une des justement ces 6 ou 7 méthodes, quelles qu'elles soient, ou même d'autres d'ailleurs, c'est même pas limité à ça, ne fonctionne pas
dans les quelques jours, dans la semaine, dans les 10 jours qui suivent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas fonctionner? Ça veut dire que, par exemple, vous faites de la méditation zazen, vous vous asseyez dans le dojo, vous commencez. Si au bout de 10 jours, vous vous demandez, mais what the fuck, qu'est-ce que je fais ici? Il se passe vraiment rien, j'ai mal aux fesses, j'ai mal partout, les pensées vont dans tous les sens, je me sens pas réellement impacté ni différent de ce que j'étais avant. Et le maître zen va peut-être vous dire, oui, mais vous comprenez, c'est comme un puits à creuser, ça va prendre du temps, et à un moment donné, il y aura de l'eau, donc peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez comprendre, etc. Et bien, cette approche du 10 ans, 15 ans, 20 ans est 100% fausse. Et ça, je peux vous le garantir, ça ne marche pas comme ça. Donc, comment ça marche? C'est-à-dire que une des méthodes, généralement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans la grande majorité, va vous impacter, va vous parler, va vous faire raisonner, et très rapidement. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Donc, lui, il a proposé ce qu'on appelle le Finance Course, qui est non pas, ça veut dire l'enseignement du chercheur, mais en fait, on cherche quoi? On ne cherche pas l'éveil, on cherche la méthode qui va pouvoir avoir un impact, qui va pouvoir être efficace. Donc, lui dit, en fait, c'est simple, vous prenez toutes les méthodes qui sont sur le marché, je ne sais pas si on peut dire ça, et vous essayez chacune les unes après les autres. Une semaine, vous en démarrez une, après vous en démarrez une deuxième et vous continuez la première, et vous démarrez une troisième, vous continuez la deuxième, etc. Et en bout de 2-3 mois, et c'est ce qu'on a fait avec le groupe que j'avais ici, une des méthodes va vous impacter tellement profondément que ce sera une évidence, que ce sera elle qui va vous immédiatement, qui va vous donner ce qu'on appelait les glimpses à un moment donné, donc les échantillons gratuits, mais pas seulement ça, qui va être naturellement une évidence dans votre vie. Et c'est la seule possibilité, c'est pas une garantie, mais c'est la seule possibilité d'un approfondissement et de quelque chose qui se passe. Le principe comme quoi quelque chose qui ne convient pas, qui est hautement ennuyeux et hautement non approprié, va devenir un élément d'éveil dans 10, 15, 20 ans. En fait, je pense que c'est tout simplement le clergé qui a essayé de rapatrier des ouailles pour des intérêts de reconnaissance, de nombre, de financier, je ne sais pas quoi en fait, mais ça ne marche pas comme ça. Donc pourquoi je parle de ça, c'est que quand on me demande une méthode, en fait, je dis toujours, j'ai pas d'une méthode, j'ai une boîte à outils. J'ai une boîte à outils avec plusieurs méthodes à l'intérieur, et je vais vous les présenter rapidement les unes après les autres pour pouvoir voir, et je vais le voir tout de suite, il n'y a pas photo, quoi, en fait, laquelle va vous parler, quoi, en fait, laquelle va vous donner à un moment donné une révélation, et souvent, et ça c'est assez incroyable, il n'y en a qu'une. C'est pas que on raisonne à toutes les méthodes. Souvent, c'est une. Je le voyais dans les groupes que j'ai eus, donc sur les 2 fois 3-4 mois que j'ai passé avec ces 2 groupes-là. C'est arrivé que le premier jour, la première méthode du premier jour, une personne a été tellement sonnée qu'elle a passé le reste de sa journée à pleurer et à dire mais ça y est, c'est la fin, ça y est, c'est tout, c'est suffisant. Et des fois, c'est à la fin des 2 mois parce que c'est la dernière méthode qui fonctionne. Ou entre. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les, et ça c'est vraiment intéressant, tous ces moments magiques de reconnaissance, c'est touchant, c'est magique, etc., amènent toujours la même réaction, c'est-à-dire que le chercheur qui a raisonné avec cette méthode regarde les autres participants autour, mais dit mais c'est incroyable ce truc, c'est hallucinant, vous ne voyez pas, c'est carrément le truc de fou, quoi, en fait. Et tous les autres, ils la regardent d'un air de dire non mais attends, de quoi tu parles, quoi, en fait. Nous, ça ne fait ni chaud ni froid, quoi, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment magique, quoi, en fait. Après, je crois qu'il faut faire aussi un petit peu attention. Moi ça me fait un petit peu toujours un peu flipper le mot méthode dans ce domaine-là, tu vois, comme s'il y avait une méthode claire et nette, garantie. Et puis, on voulait signaler qu'il y a eu beaucoup de dérives commerciales autour de
Alors, autour du Finance Course, il y a eu des dérives commerciales. Jeffrey Martin, pour des raisons, je ne sais pas quoi, financières, peut-être il était coincé au niveau financier, il a vendu la licence à une grosse boîte de marketing qui en a fait une marque, qui fait du business, qui fait une pub sur Internet. Vous allez te réveiller dans les 80, dans les 3 mois, 90% de réussite. Enfin bon, oublions ça parce que c'est vrai que ça peut toujours être récupéré. La réalité, c'est que j'ai moi-même été en contact avec Jeffrey, j'ai moi-même pratiqué et aider à pratiquer cette approche-là sur 2 groupes. Et effectivement, il y a eu, en fait, la totalité des participants ont été impactés profondément de toute une vie. Alors après, est-ce qu'on parle d'éveil ou pas? Une fois de plus, c'est un autre sujet, mais leur vie a changé, ça c'est sûr, quoi, en fait. Hein. Donc, pour revenir au mot, au vocabulaire méthode, je suis complètement d'accord avec toi, parce que ça fait vraiment du genre, bon, comme une recette de cuisine, quoi, en fait, tu vois. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces méthodes-là, toutes, elles sont pas là pour donner une réponse, elles sont là comme un outil de déconstruction, de déconstruire une croyance centrale qui est une forme une forme de quiproquo, en fait. C'est de l'ordre du quiproquo qui va. Et ce quiproquo, il est assez simple. Et l'outil pour le déconstruire, il est assez simple. Donc, on peut quasiment parler non pas de méthode d'éveil, mais de méthode de déconstruction pour laisser le champ libre. Et après, ce qui se passe, c'est autre chose. Hein, on est d'accord. Après, c'est à la grâce. Francis Lucille, je me rappelle, et dans une interview, il disait tout ce qu'on peut faire, c'est préparer le terrain d'aviation pour que peut-être un jour les anges atterrissent. Donc ça, c'est ce que je fais. Je prépare le terrain et après, ce qui se passe, voilà, c'est une autre histoire, quoi, en fait. Mais au sein de la préparation, Alain, c'est très, très, très mécanique, c'est très méthodique, en fait. C'est assez incroyable. Je n'y croyais pas, mais ça fonctionne comme ça, quoi, en fait. Alors justement, on touche un petit peu au sujet du contenu du week-end qu'on va faire ensemble. Et tu voulais nous en dire un petit peu plus justement sur ton approche de ce week-end et ce qu'on risque, à quoi s'attendre. Disons que je vais utiliser un petit peu ces éléments-là, donc je vous ai proposé, avec différents angles assez différents les uns des autres. Et donc, pour chacun des participants, il y aura peut-être une forme de reconnaissance qui va apparaître, même très rapidement, parce qu'on a des fois pas besoin de plusieurs jours, mais en tout cas, peut-être donner un peu des éléments de comment les utiliser en dehors de ce week-end, et si quelque chose résonne, de fonctionner comme ça, quoi, en fait. C'est pas, bien sûr qu'il n'y a aucune garantie, mais là, on s'approche quand même plus d'une relation, je dirais, un peu plus évidente entre une pratique, entre une méthode et une forme de reconnaissance. Attention, et là je vais en faire une remarque qui est importante, qui est pas du tout anodine, c'est que je vais utiliser une fois de plus le mot signe avant-coureur, que j'ai peut-être pas utilisé beaucoup dans ces vidéos, que j'utilise dans mon livre. Ce qui se passe en réalité, Alain, ce n'est jamais la cause. Donc, c'est de voir Didier qui présente quelque chose et qui, à un moment donné, débloque une forme de tuyau qui est bouché et avec l'eau qui passe. Didier n'aura pas été la cause de cela. Didier aurait été le signe avant-coureur de l'éveil qui est déjà là de toute façon, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas de lien réellement de causalité en réalité. La causalité, elle est apparente au niveau de l'histoire. D'accord. Donc, pour ce week-end du 12-13 décembre, on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif avec ton approche un petit peu comme tu viens de nous la décrire. Et il se peut que tu envoies un petit mail un peu pour préparer le terrain à tous les inscrits à l'avance. Voilà, je fais ça souvent, en fait, Alain, parce que oui, c'est comme une forme de réceptivité. C'est une évidence. Si on a une journée qui est épouvantable, où ça a été un stress total et qu'on va s'asseoir justement pour faire de la méditation dans un dojo, ça va être complètement inutile, en fait. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une forme
d'atterrissage se met en place, une forme une fois de plus, j'utilise beaucoup ce mot de relaxation, une forme de zoom arrière, une forme de, et donc les informations que je peux donner les jours précédents ce genre d'atelier sont des informations qui permettront, par exemple, une forme de pratique qui sont juste une préparation du terrain qui serait à faire plusieurs fois par jour éventuellement, de façon totalement optionnelle. Attention, hein, il n'y a aucune obligation. Je suis juste là pour proposer, pas pour imposer quoi que ce soit, quoi. Alors, tu peux pas commencer à fuir. Hein. Tu nous garantis un éveil à tous. Mais voilà, le paradoxe, c'est que de mon point de vue, et ça c'est toujours pareil, hein, c'est impossible à comprendre réellement. J'ai toujours l'impression, toi Alain, et encore plus, mais la totalité des gens que je rencontre, que de mon point de vue, cet éveil est là, puisque c'est la seule chose qui existe réellement. Le reste, c'est un rêve. Donc, je peux pas, j'ai beaucoup de mal à réimaginer le rêve, et j'ai l'impression que Alain fait semblant de prétendre de ne pas être éveillé. Ou d'ailleurs, tous les amis que je rencontre, quoi, en fait. C'est marrant parce que j'avais eu cette conversation avec quelqu'un d'autre qui m'avait dit, dans mon cas personnel, qui m'avait dit parce que tu n'as pas confiance que tu es éveillé. Tu vois, il avait utilisé le mot confiance, j'avais trouvé ça intéressant. Il me dit parce que tu refuses d'avoir confiance que tu l'es déjà, quoi. Mais c'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas juste pour moi. Oui, mais là ce que je disais, c'est que c'est de mon point de vue, de la vision que j'ai de cette base, de cette source, en fait, il y a ça n'existe pas de ne pas être éveillé. Donc effectivement, l'élément de confiance est un élément qui est utilisé par Maya pour créer cette impression de séparation, cette impression mais j'ai toujours l'impression, de mon point de vue, de mon angle Didier particulier, que tous ces amis que je rencontre, ces Alain et tous les autres, juste jouent à ne pas comprendre, font les imbéciles quelque part, quoi, en fait, tu vois. Et joyeusement, parce que des fois c'est triste, parce que ils en ont marre, tu vois, c'est douloureux. Mais c'est pas une réalité pour moi. Le non-éveil n'est pas une réalité. C'est un rêve. Donc c'est très difficile de prendre ça au sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on s'implique pas complètement, en fait. C'est le 100% dont on parlait un épisode précédent, tu vois, c'est-à-dire qu'on reste toujours avec une forme de réserve qui garde une forme de petit jardin personnel indépendant, et c'est la fragmentation qui apparaît, quoi. Donc à la fois il y a exactement, tu as raison, Alain, il y a ce paradoxe de la passion totale, de l'implication totale, du grand saut absolu sans garder une dernière branche à se raccrocher, quoi, en fait, tout en comprenant que cette impression d'être absolu, d'être total, et de l'ordre du rêve, parce qu'en réalité, rien ne s'est passé, rien ne va jamais se passer, quoi, en fait. Et ma vision est que rien ne se passe, en fait. Un rêve disparaît. Voilà. S'est-il passé quelque chose? Tu m'as envoyé en guise de clin d'œil un petit clip. Oui. Qui est intéressant parce que c'est un clip qui donne une possibilité de décrire la recherche et surtout la fin de la recherche. Donc, si vous êtes suffisamment réceptif, c'est une possibilité de fin de recherche. Scrutez bien et regardez bien si c'est pas une possibilité dans votre vie. Et vis ta vie. Finis ta recherche et vis ta vie. On regarde le clip et puis après on se dit au revoir. D'accord.
Ok, ok les gars, vous vouliez absolument que je l'attrape, maintenant je fais quoi? C'était ça qui était écrit pour ceux qui ne comprennent pas. Super. Didier, à titre personnel et au titre des centaines de millions de personnes qui nous suivent depuis 12 épisodes, je veux te remercier sincèrement pour ta grande générosité et ton partage qui nous a tous fait du bien et qui, je pense, a préparé le terrain pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, un grand merci du fond du cœur, très sincèrement. Et ce n'est qu'à nous revoir. Bien sûr, non, mais merci beaucoup Alain aussi d'avoir eu le courage de cette plateforme, de tous ces épisodes, parce que bon, ça demande du temps, du travail, et puis beaucoup de réceptivité aussi que tu as eu tout le long, et ça a permis ce dialogue qui était un rebondissement à chaque fois, quoi, en fait. Et je crois que d'ailleurs, dans les commentaires des vidéos, tout le monde parle d'une forme de danse entre nous deux, et aussi avec les auditeurs qui ont répondu, les emails que j'ai reçus. Donc c'était quelque chose de très vivant et très chouette, et à refaire. Il y aura une saison 2 à un moment donné, on ne sait pas comment, mais on fera quelque chose, c'est sûr, quoi, en fait. On fera quelque chose, et encore une fois, je cite pas le nom de tout le monde, mais vous vous reconnaîtrez. Des fois, on a pris des questions, des fois, on n'a pas pris d'autres, mais on lit tous les commentaires et toutes les questions, et on est à chaque fois touché par votre présence et par votre fidélité et par toutes les remarques qui sont écrites. Et si on n'a pas répondu immédiatement, eh ben, on prendra peut-être le temps dans les jours qui viennent de répondre encore, et peut-être d'alimenter une prochaine saison. Bien sûr. On se retrouve pour d'autres émissions. On se retrouve pour l'atelier avec Didier bientôt, et puis pour d'autres émissions et d'autres formats qu'on réinventera peut-être. Merci mille fois à tous d'avoir été présents. Merci Didier. Un gros hug masqué. Oui, toi aussi, un gros hug à tous et à toutes. Et puis on se retrouve tous très très bientôt. Merci, c'est tout. À très bientôt. Bye Didier, merci. Bye.